Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes maire des Républicains de la Garenne-Colombes. Vous avez été candidat à la primaire des Républicains. Ensuite, vous avez été le soutien de Valérie Pécresse. Mardi dernier, les cadres de votre parti, dont vous, sont réunis pour une réunion stratégique pour définir la ligne de votre parti. Dans cette réunion, les élus sont sortis avec un texte qui réaffirmait l'indépendance de votre parti. Il y a eu 2 abstentions. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, et vous. Est-ce que ça veut dire que c'est une distanciation ou la fin d'une aventure entre Philippe Juvin et les Républicains? Non mais attendez, dans un parti politique, c'est pas une caserne. Les Républicains, ce n'est pas le parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS. Dans un parti politique, il y a des gens qui ont des avis différents. Et il y a un débat dans les partis politiques. S'il n'y a pas possibilité de débat dans un parti politique, alors à quoi ça sert, hein? Je rappelle que Alain, le philosophe, disait quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Donc c'est vrai, moi j'ai défendu une position qui n'est pas la position majoritaire. C'est une position qui prend acte d'une défaite historique. Il faut comprendre pourquoi on a échoué et ce que nous allons faire de la droite. Je suis minoritaire. Est-ce que pour autant je suis en dehors du parti? Évidemment non. Moi, j'ai jamais aucun risque qu'on vous voit rejoindre à Horizon d'Édouard Philippe? Moi, je n'ai jamais quitté les Républicains, alors que d'autres l'ont fait dans le passé. Et vous ne quitterez pas les Républicains? Donc je suis membre des Républicains et tant qu'il sera possible aux Républicains, et je sais que c'est possible aujourd'hui, d'affirmer une parole libre, indépendante, je resterai aux Républicains parce que c'est ma famille. Alors du coup, quel avenir pour un parti dont la candidate au premier tour a fait moins de 5% de l'élection présidentielle? On voit bien que la majorité, le camp de la majorité, Emmanuel Macron et la République En Marche font de l'appel du pied à un certain nombre d'élus, dont des élus LR. Quelle place pour votre parti? En début de semaine, vous avez dit on peut gouverner ensemble. C'est vous-même qui avez envoyé un appel du pied. Donc quelle est la place du parti dans cet échiquier politique coincé entre une extrême droite et une majorité très centre-droite et centre-gauche? Moi, j'observe quoi? J'observe qu'il y a 4-5 mois, on créditait Valérie Pécresse au pic de 18%. Et votre parti a fait, plutôt des bons scores aux élections régionales. Et nous nous sommes écroulés. Ça, c'est première observation. Donc ces électeurs, à un moment donné, ils se sont dit oui, il y a une alternative avec les Républicains, et brutalement, ils se sont dit non, c'était plus possible. Donc ces électeurs, où sont-ils? Que pensent-ils? C'est ça le sujet. Moi, je crois, c'est ma thèse, probablement parce que je suis un modéré, je pense qu'ils sont partis essentiellement chez Emmanuel Macron, ouais, et que cette frange-là continue à chercher des alternatives dans une politique de droite, libérale, européenne, qui croit en un certain nombre de valeurs qui sont liées à la capacité qu'on a à laisser les gens s'épanouir. Ça s'appelle le centre-droit, ça s'appelle le libéralisme, ça s'appelle un certain nombre de critères. Et je crois que les Républicains doivent toujours cultiver cette ligne-là. Des électeurs qui sont coincés entre des tenants d'une ligne droite plutôt dure, ceux qui sont tenants d'une autonomie, ceux qui disent on peut voter des lois proposées par le futur exécutif au cas par cas, ceux qui sont tentés par rejoindre la majorité présidentielle. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'ils s'y perdent. Mais à votre avis, quand le gouvernement d'Emmanuel Macron, dans quelques mois, va proposer des lois sur l'énergie nucléaire, on va les voter. Sur le RSA qu'on va réformer, on va les voter. La réforme des retraites. Sur le chômage, sur les retraites, on va les voter. Sur le paquet pouvoir d'achat dès l'été prochain. Réarmement, on va les voter. Donc moi je fais cette analyse-là, que nous sommes un parti de gouvernement. À quoi sert un parti de gouvernement sinon à gouverner? Ça fait plusieurs semaines que je le dis. Les partis de gouvernement doivent aujourd'hui gouverner ensemble. Pourquoi? Quand vous regardez les résultats des élections, le plus important, malheureusement, ce n'est pas les 4% de notre camp politique, c'est le fait que 70% des Français ont voté soit pour un parti radical, gauche-droite, soit en s'abstenant, 70%. Et on va dire, ah ben non, on va continuer comme avant. Moi, je crois que la situation est extrêmement tendue, que le corps social est menacé d'éclatement, et que notre responsabilité à nous, les partis de gouvernement, c'est de trouver des consensus. Vous savez, j'ai été 10 ans au Parlement européen, et j'ai appris là-bas une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis. On a des adversaires avec lesquels on échange des arguments, on essaie de faire changer l'autre d'avis, mais on trouve à un moment un chemin commun parce que l'intérêt commun le commande. C'est ça ma ligne. Alors maintenant, je vous le dis, je suis minoritaire de mon parti. Je ne prétends pas vous dire aujourd'hui, c'est la ligne des Républicains, je suis minoritaire. Mais j'assume le fait d'être libre et de continuer à dire ce que je pense. Alors vous êtes maire de la Garenne-Colombes, je le disais depuis 20 ans. Vous êtes candidat aux législatives? Je suis investi effectivement par les Républicains dans ma circonscription. Ouais. Et il y aura quelqu'un de la République En Marche en face? Ah bah oui, probablement. D'ailleurs, il y a une candidate sortante.
une candidate sortante que je n'ai pas beaucoup vue. Hein. Il y a trois communes dans ma circonscription, alors que dans des circonscriptions rurales, il y a 100, 150 communes. Je crois que je l'ai vue 3 ou 4 fois. C'est quelqu'un de qualité, mais qui a une vision du terrain qui n'est probablement pas la mienne. Alors on pensait qu'hier c'était le dernier Conseil des ministres. Finalement, non. La nomination d'un éventuel, du remplaçant de Jean Castex n'est pas pour tout de suite, et la nomination d'un nouveau gouvernement non plus. Ça va prendre un peu plus de temps. C'est Gabriel Attal hier, porte-parole du gouvernement, qui l'a confirmé. Gouverner ensemble, ce que vous disiez, si jamais on fait appel à vous, vous êtes partant? Je crois que le drame de la vie politique, c'est justement ce type de question. C'est-à-dire qu'on dit au fond, est-ce que machin, truc ou bidule veut y aller? Le sujet, c'est est-ce que nous sommes capables, collectivement, est-ce qualité de républicain, c'est ça ma ligne, de gouverner avec la majorité présidentielle? Moi, je vous dis, j'assume le fait qu'il faudrait que les républicains, comme un parti politique, en tant que parti politique, pas en tant qu'individualité, parce que là, ça n'a pas la valeur, la puissance que j'essaie de dégager, participe au gouvernement. Alors, si on vous propose, en qualité de représentant des Républicains, d'être ministre de la Santé, par exemple... Le problème, vous l'avez bien compris, c'est qu'aujourd'hui, les Républicains refusent une telle alternative et souhaitent que les Républicains ne soient que dans l'opposition. Mais je pose la question à mes amis, qu'est-ce qu'on fera le jour où on va nous proposer les retraites, le nucléaire et je ne sais quel autre sujet sur lesquels nous sommes d'accord? Le pays est en train de se fractionner. Est-ce qu'on continue à faire comme avant? Ou est-ce qu'on se dit il faut changer de... Mais vous-même avez tenu des propos relativement durs à l'encontre de l'exécutif et du chef de l'État. Oui. Vous avez écrit un essai sur la crise sanitaire il y a 2 ans, sur l'hôpital, la suradministration, mais aussi sur l'exécutif et la manière dont cette crise sanitaire avait été gouvernée. C'est vrai, mais vous savez, j'ai toujours été un homme libre. Donc moi, quand ce qui se fait n'est pas bien, je le critique, et quand ce qui se fait est acceptable, je le félicite. J'ai fait les deux. Il ne reste pas moins que je regarde à la fin la campagne des présidentielles et je regarde, puisque vous posez ces questions, les propositions de matière de santé. Et je m'aperçois que finalement les partis de gouvernement, et que ce soit Emmanuel Macron, mais même le Parti socialiste, reprend quasiment la totalité de nos propositions en matière de santé. Donc vous voyez qu'il y a des chemins en fait pour travailler ensemble. Mais nous avons tous de vieux logiciels en tête et on se dit que finalement, en face, on ne peut pas gouverner avec eux parce que ce sont des ennemis. Non, ce sont des adversaires, c'est tout à fait différent. Alors, vous êtes un homme politique avec un ancrage local. Comme de nombreux hommes politiques, vous êtes aussi médecin, vous êtes chef des urgences de l'hôpital Pompidou. Il y a quelques semaines, vous êtes rendu en Ukraine pour former des civils et des militaires à la médecine d'urgence, que vous connaissez bien. Quelles sont les nouvelles de l'Ukraine ? Premièrement, le peuple est un peuple très courageux, digne d'admiration, et je n'ai pas croisé une seule commune, une seule ville où il n'y ait pas un centre où les gens s'entraînent à la guerre. Donc ça signifie que si Poutine demain veut occuper le pays, il lui faut 2 millions d'hommes, il ne les a pas. Le deuxième point, c'est que nous devons les aider. Alors il y a les livraisons d'armes, avec toutes les complications, évidemment, la complexité que cela représente. Matériel de santé. Ouais, et moi je pense que nous devons développer une diplomatie sanitaire. C'est-à-dire qu'ils ont des centaines et des centaines de blessés de guerre. Moi, j'ai fait de l'anesthésie dans les caves, c'est-à-dire qu'on endort les gens, on les opère dans des sous-sols, parce qu'on est bombardé en permanence. La diplomatie sanitaire, ça consisterait à dire à l'Ukraine, eh bien nous sommes capables d'opérer un certain nombre de vos patients chez nous. Ça serait, je crois, une grande marque d'amitié que l'on montrerait aux Ukrainiens. La Commission européenne et les 27 membres de l'Union européenne vont plancher ce week-end sur un éventuel 6e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Bruno Le Maire, il y a quelques semaines, disait oui, il faut un embargo sur le pétrole russe. Oui, il en faut un. Oui, je le pense absolument. Mais je pense que derrière... C'est pas risqué à quelques jours des législatives. Mais je pense que derrière, nous devons aussi nous préparer. Regardez par exemple la question de la production agricole. Vous savez que la moitié des semences utilisées en France provient de Russie et d'Ukraine. Nous devons libérer la production agricole européenne. Il y a des terres aujourd'hui qui ne sont pas cultivées. Il faut qu'on autorise l'utilisation de ces terres. Nous devons nous mettre, nous les Européens, dans une position particulière parce que cette guerre en Ukraine, elle ne va pas durer quelques semaines ou quelques mois, mais des années et des années. Donc il faut s'y préparer. Si on veut agir, il faut s'en donner les moyens. Il n'y a pas de guerre qui soit une guerre facile. Mais avec des implications, avec une échéance électorale. Sur le pétrole, s'il y a un embargo, et vu que la Russie semble vouloir boucler, geler la distribution de gaz, comme elle a fait avec la Bulgarie et la Pologne, la Commission européenne a dit qu'elle s'était préparée, mais ça peut avoir une incidence sur le pouvoir d'achat et sur le moral des Français. Mais les guerres ont toujours des conséquences. Mais vous voyez, je crois qu'il faut cesser de raisonner en se disant dans 3 semaines, dans 6 semaines, il y a des élections. Nous sommes partis pour une affaire qui va durer des années. Donc c'est vraiment toute la société française et européenne qui doit s'adapter long terme à une crise. Et je ne vous parle pas par exemple des réfugiés. On va avoir 2, 3, 4 millions
de réfugiés en Europe qui viennent d'Ukraine. Ça a déjà commencé. Comment fait-on Eh bien, il faut s'organiser et ne pas se dire que l'affaire va se terminer très rapidement. Donc, pas de calcul à court terme, mais une mise en orchestre de l'Europe sur une affaire qui va durer plusieurs années. Alors, dernière question aux médecins. Il y a un point dont on ne parle plus du tout, c'est la Covid en ce moment. Elle a disparu des médias et même de la parole politique. Il y a à peu près 75 000 contaminations par jour, encore des morts, 140. Bien sûr, 1500 patients en réanimation. Il y a une accalmie aujourd'hui. Il faut profiter de cette accalmie. Il faut en profiter pour bâtir un système de surveillance épidémiologique robuste que nous n'avons pas. Toujours pas ? Non, c'est beaucoup d'artisanat. Deuxièmement, il faut mettre des consultations en place pour chercher les Covid longs et faire de la recherche et les traiter. Ils sont nombreux ? On ne sait pas combien ils sont, on ne les compte pas. Probablement en Grande-Bretagne, ils parlent d'1 million de personnes. Je douterais qu'on nous en ayons beaucoup moins. Aller chercher tous ces patients qui n'ont pas le Covid, qui ont d'autres pathologies, le cancer, le cœur, les maladies psychiatriques, et qui sont dans la nature du fait de l'épidémie. Quatrièmement, avoir un débat sur la question du masque, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce qu'il faut faire. Cinquièmement, la question des antiviraux. Il y a des médicaments, eh bien, il faut les réserver aux immunodéprimés qui sont aujourd'hui la grande cible du Covid. On dit qu'il y a une accalmie, sauf dans une population particulière, qui sont les gens qui souffrent d'immunodépression, dont la part augmente parmi les infectés. Donc, profitons de l'accalmie pour tirer des leçons de nos manquements passés et bâtir un système de santé robuste. Vous savez, je ne connais pas un hôpital en France où tout aille bien, et donc il est temps de s'y caler. Merci Philippe Juvin. Merci.